Alors que les confessions religieuses restent profondément divisées sur le choix du prochain président de la CENI, la balle est désormais dans le camp de Mbosso Kodia. Va-t-il entériner le choix des 6 confessions religieuses? Quel avenir pour ce processus? Vous suivrez notre décryptage dans ce journal. Et en sport, l'ancien capitaine des Léopards de la RDC, Youssouf Moulombou, s'est officiellement engagé avec le FC Saint-Éloi Loupopo pour un contrat d'1 an et demi. C'est la première réalisation majeure du tout nouveau président des Jaunes et Bleus, Jacques Kaboula Katoué. Et décès vendredi à l'âge de 65 ans du leader de Kassav, Jacob Desvarieux, des suites de la Covid-19. Monument aux Antilles françaises, le guitariste guadeloupéen a connu un succès dans les années 80. Bienvenue à vous tous et merci de votre fidélité. D'où viendra la solution au blocage dans le processus de désignation du président de la CENI? Les processus devraient-ils être dépolitisés totalement comme le suggère Lamouka? Faudrait-il le revoir? Tous les yeux de Congolais restent braqués sur l'Assemblée nationale qui devra entériner ou pas le choix des 6 confessions religieuses qui ont déposé leur procès verbal sans la SENCO et le CC. La controverse autour du choix du président de la Commission électorale nationale indépendante en dit long sur la politisation du processus électoral en République démocratique du Congo. Est-ce possible de l'éviter, surtout que le caractère politique de la CENI est inscrit dans les textes qui la régissent depuis les accords de Sun City? Faudrait-il mettre l'emphase sur les garde-fous, la dépolitisation totale étant visiblement impossible au stade actuel? Les confessions religieuses sont-elles les mieux placées pour faire un choix judicieux et indépendant, compte tenu des tentatives récurrentes de les influencer par les politiques? Auraient-elles pris goût de la politique à travers le rôle important qui leur est accordé dans les processus électoraux? Si oui, comment le mettre à l'abri des influences politiques? Dans la version initiale de la proposition dite Lutundula, il était suggéré que le membre de la Commission électorale nationale indépendante soit désigné de manière paritaire par la société civile, l'opposition et la majorité, et que le président soit ensuite proposé par la société civile, mais désigné par consensus de 3 composantes de cette représentation paritaire. Dans la version initiale de la proposition dite Lutundula, il était suggéré que le membre de la CENI soit désigné de manière paritaire par la société civile, la majorité et l'opposition, et que le président soit ensuite proposé par la société civile, mais désigné par consensus de 3 composantes de cette représentation paritaire. Que feront les 2 églises pour qui, jusque-là, la désignation des Kadima était une ligne rouge? Si la SENCO et l'ECC ne trouvent toujours pas de consensus avec les autres confessions, seront-elles perçues comme des obstacles au processus ou plutôt comme des fermes garantes de l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante? Peut-on sacrifier une intelligence grise parce que faisant partie d'un même espace linguistique que le chef de l'État? À quoi doit s'attendre la population congolaise face à ce qui apparaît comme un blocage? L'Assemblée nationale usera-t-il de son pouvoir pour trancher? Le président de la République, en garant des bons fonctionnements des institutions, peut-il intervenir comme il a fait dans les cas de Malonda? Autant de questions qui méritent d'être répondues. Et affaire Kalev Mutondo, justicier ASBL, s'est invité au débat en décriant les irrégularités constatées dans la procédure judiciaire, notamment en ce qui concerne le mandat d'amener et de perquisition qui ont été lancés, dit-elle, en violation flagrante de la loi. Cette organisation de défense des droits de l'homme recommande justement aux magistrats instructeurs de rapporter l'avis de recherche contre l'ancien administrateur général de l'ANR. Pour Justicia ASBL, l'acharnement contre M. Kalev Mutondo est d'autant plus perceptible que, nonobstant l'avis négatif de l'administrateur général de l'ANR adressé au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, émis conformément à sa requête, ainsi qu'au-delà de cela, les poursuites contre celui-ci se sont poursuivies sans désemparer alors que le magistrat instructeur a été récusé par ses conseils au motif qu'il siégeait.
près de 10 années durant comme membre de la commission des officiers de police judiciaire des services d'ordre, de sécurité et de défense. Ainsi donc, les mandats d'amener, des perquisitions et l'avis des recherches émis par ces magistrats récusés l'ont été en violation flagrante de la loi et devraient être de nul effet. Au regard de ce qui précède, Justicia Aïsbel estime que M. Kalev Motondo, comme tout justiciable, a droit à un procès juste et équitable et que l'acharnement judiciaire dont il est victime devrait cesser. Justicia Aïsbel recommande vivement aux magistrats instructeurs de reporter les mandats d'amener ainsi que l'avis de recherche contre Kalev Motondo par lui émis à cause des irrégularités qu'ils contiennent. Justicia Aïsbel demande également aux magistrats instructeurs récusés de se déporter conformément à la loi. À défaut de le faire, elle demande que ces derniers soient sanctionnés disciplinairement par le Conseil supérieur de la magistrature, étant donné qu'ils continuent à poser des actes irréguliers. Et puis au Congo central, le gouverneur de province Atou Matubwana a visité vendredi en compagnie de son ministre de Travail Guilain Panzou la Sosimex, le port MGT, mais aussi l'Institut national de préparation professionnelle INPP Congo central, dont l'inauguration officielle intervient incessamment. C'est en compagnie de son ministre du Travail, l'ingénieur Guilain Panzou Mangovo, que le gouverneur de province Atou Matubwana se rend à la Sosimex, première entreprise commerciale à faire l'objet de sa visite d'inspection. C'est sans complaisance qu'il procède à la vérification des documents relatifs au personnel, au respect des SMIG, bref, à l'application du Code du travail. Atou Matubwana échange aussi avec les travailleurs. Tout est correct au port privé moderne des Matadi Gateway Terminal MGT, où il va tenir une séance de travail avec les responsables. Après cette étape, s'en suivra la visite guidée de la salle des opérations du port, mais aussi du terminal. Nous avons invité l'employeur et à mettre tout en œuvre que les travailleurs qui sont ici, comme j'étais, puissent être protégés, sécurisés, défendus par une délégation syndicale, comme cela est recommandé par la loi. Avant cette visite, le numéro 1 du Congo central, toujours avec son ministre du Travail, l'ingénieur Guilain Panzou Mangovo, est allé palper du doigt les réalités de l'INPP dans la formation et la résorption du chômage. À l'INPP, même si vous n'avez pas étudié, vous pouvez être formé et directement être mis en disposition du monde de l'emploi. Aussi, il y a des entreprises qui, pour les besoins de perfectionnement de leurs agents, on les envoie là-bas pour pouvoir être recyclés. Donc c'est pourquoi, avec son Excellence le gouverneur, nous avons visité ces bâtiments. Il s'est signalé que l'inauguration de l'INPP Congo central est annoncée au 5 août prochain. Et puis dans la province du Lualaba, la construction et la réhabilitation de la voirie urbaine à Kolwezi évoluent selon le terme. Les avenues Kaboué-Loulou et Tchatcha prennent déjà la première couche d'asphalte à la grande satisfaction de la population. Regardez. Comme des champignons, les travaux de réhabilitation et construction des avenues à Kolwezi et ses environs se multiplient au jour le jour. Les avenues Mazangou, du quartier latin, Ngungu, du quartier Mutoshi et chemin public, de la Répessère droit vers le marché Mipeto, du quartier Kabila, à la grande satisfaction de la population riveraine. Et dans l'évolution des chantiers amorcés précédemment, les travaux avancent de manière satisfaisante. Sur les avenues Kaboué-Loulou et Chata, qui mènent au Grand Pont en pleine construction, la pose de la première couche d'asphalte est déjà visible. Les habitants, très émus par les actions de Fifi Masuka Saini, n'ont d'autre mot que les remerciements à son endroit. Au Grand Pont qui va incessamment relier les avenues Ngungandu prolongées, Tchata et route Kazembe, les travaux évoluent à pas des géants et d'ici mi-septembre, l'ouvrage sera ouvert au public, à en croire l'estimation du chef de chantier. Donc pour le moment, nous sommes dans notre troisième phase de bétonnage. Donc première phase c'était les radiers, deuxième phase les vannes, on a déjà coulé, c'est à 100%. Maintenant troisième phase c'est l'établier. L'établier vous voyez vous-même, nous sommes dans les travaux de poutre. Les travaux sur les avenues Mangui et Katakokombe au quartier Kamanyola se portent très bien. Le chantier de l'avenue Mangui, quant à lui, est au niveau du compactage avec la caillasse et une partie reçoit déjà la première couche d'asphalte. Katakokombe subit le compactage
avec la latérite. Les riverains saluent l'implication de Masuka Saini Fifi, dont la priorité demeure l'intervention dans le social de sa population. 7 mois depuis son accession à la tête de la province du Lualaba, la détermination de transformer la province à la hauteur de la capitale mondiale du cobalt devient une réalité irréfutable sous Fifi Masuka Saini, en conformité avec la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Et puis toujours dans le Lualaba, le gouverneur de province était face aux responsables des coopératives minières résidant justement au centre d'encadrement de Kakonda. Fifi Masuka les a entretenus sur la volonté fiscale du chef de l'État de voir les richesses minières contribuer ainsi à l'amélioration de la qualité de vie de population. Les responsables des coopératives minières de Kakanda ont rencontré le gouverneur intérimaire du Lualaba. L'échange a porté sur la sensibilisation pour le paiement des taxes dues à la province par ces structures des exploitants miniers artisanaux. Prenant part à cette rencontre, le conseiller en communication de l'autorité provinciale, le chef des travaux Bondo Mekir, résume l'essentiel des échanges. Comme vous le savez, l'autorité provinciale est dans une odyssée, n'est-ce pas, qui est celle de la sensibilisation, n'est-ce pas, ces pèlerinages qu'elle est en train de mener, surtout dans les secteurs de l'artisanat minier, qui est une de grandes pourvoyeuses, n'est-ce pas, de fonds au niveau de la province. C'est ainsi donc que, en regardant le site de Kakanda, elle a dû appeler tous les responsables de coopératives minières qui œuvrent à Kakanda pour qu'elles puissent s'entretenir avec eux sur les taxes. Les responsables des coopératives minières ont fait connaître à Fifi Masuka Saini les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Ils ont tout de même salué l'engagement de la première citoyenne du Lualaba pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Maman nous a invités pour nous guider comment on va travailler, comment on va payer les taxes pour aider les exploitants artisanaux. C'est ce qu'on est venu faire. Moi, j'ai dit merci à maman Fifi. J'ai dit merci parce que en l'écoutant parlant, maman Fifi pense beaucoup à la population de Kakanda. Tout en les invitant au civisme fiscal, Masuka Saini Fifi a fait voir à chacun le souci du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui veut que les richesses minières du Lualaba participent sensiblement à l'amélioration de la qualité de vie de sa population. Au Nord Kivu, les terres cultivables deviennent de plus en plus rares et par conséquent très onéreuses. L'hectare qui se négocie à $150 hier s'évalue aujourd'hui entre 350 et 450 $. C'est les constats faits ce samedi par la mission de supervision du projet d'appui au secteur agricole du Nord Kivu. Cette descente de la mission de supervision de Passa NK, effectuée dans la localité de Kiloliro en territoire de Massissi, à plus ou moins 50 km de la ville de Goma, avait pour objectif de se rendre compte de la manière dont les organisations paysannes sont encadrées, surtout dans la filière pommes de terre. Dans un champ de pommes de terre, effectivement, les agriculteurs ont expliqué à la mission les difficultés qu'ils rencontrent, notamment l'accès à la terre, mais aussi l'arrivée tardive de semences et engrais. Le directeur pays du Fonds international pour le développement agricole, FIDA en sigle Valentino Achancho, rassure que tous ces problèmes soulevés pourront trouver solution. En ce qui concerne l'accès à la terre, c'est un problème épineux que nous avons constaté ici. Et le coût de la terre dont les paysans ont dit est d'environ 350 à 400 $ par hectare pour une exploitation. Ces producteurs ont trouvé que c'était très très cher. L'autre aspect, elle est lié à la commercialisation. Je pense que le Pazanka accuse déjà du retard dans la mise en place des infrastructures de commercialisation, notamment les magasins. Le conseiller du ministre de l'Agriculture, Sébastien Mupenda, a félicité le programme Passa NK car il s'inscrit dans la vision du président de la République dans l'aspect sécurité alimentaire. L'agriculteur ne s'est pas vaquer aux activités champêtres sans qu'il ne trouve son intérêt. A noter que ces différentes organisations paysannes ont déclaré que depuis l'avènement de Passa NK, plusieurs familles ont vu leurs revenus s'améliorer et même la production agricole grâce aux semences de qualité et produits phytosanitaires. Et puis au Nord Kivu, toujours l'équipe d'experts du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire a évalué la viabilité des infrastructures de l'Institut supérieur de Goma dans le cadre de sa mission. Sur place, elle s'est satisfaite justement de la construction de nouveaux bâtiments par l'institution. C'est dans le but de se rendre compte de la viabilité de l'Institut supérieur de commerce de Goma.
que cette équipe des experts du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire s'est rendue au quartier Mugunga à Goma, où est situé un autre site de l'IEC. L'objectif de la mission est de faire les contrôles pour se rassurer que cet établissement fonctionne dans les normes, selon Moussouba Jérémy, conseiller au ministère de l'ESU. L'instruction a été donnée par son Excellence, celle de constater ce qui est en train d'être fait par les institutions sur terrain. Il nous a été demandé à ce que nous puissions aller voir les institutions, les conditions dans lesquelles nos enfants, nos filles, nos jeunes garçons sont en train d'être formés. Le directeur général de l'IEC Goma, le professeur Joseph Kitaganya, s'est dit satisfait de la descente de cette mission au sein de son institution. Il a profité de cette occasion pour présenter à ses hôtes l'amphithéâtre à construction au quartier Mugunga et a sollicité l'accompagnement du ministère de l'ESU pour l'achèvement de cette œuvre. Lors de l'inauguration de ce bâtiment, par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Carlin Zanzou Kassivita, lui-même avait même promis un don de 1000 sacs de ciment. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais eu même un seul. En voyant les efforts déjà fournis, ils peuvent déjà être nos avocats auprès de l'autorité de tutelle. Notons que cette délégation du ministère de l'ESU pourra visiter d'autres institutions afin de se rassurer de leur viabilité. Et chaque 31 juillet de l'année, le monde célèbre la journée internationale de la femme africaine. Le but de la journée est de travailler ensemble autour d'un idéal commun, celui de contribuer à l'amélioration significative des conditions de vie de la femme africaine et à son émancipation. Jacob Simbi. Existante depuis 1964, la journée internationale de la femme africaine est l'initiative d'Aoua Keïta. Célébrée chaque 31 juillet de l'année, ce jour-là, en 1964, les femmes de l'ensemble du continent noir s'étaient réunies pour la première fois et avaient créé la toute première organisation dédiée aux femmes africaines, l'Organisation panafricaine des femmes. Les buts étaient, malgré les différences ethniques et linguistiques, d'unir leurs forces, de travailler ensemble autour d'un idéal commun, notamment celui de contribuer à l'amélioration significative des conditions de vie de la femme africaine et à son émancipation. À la suite de la rencontre des femmes africaines à Dar es Salaam, la JIFA sera promulguée par les Nations Unies en 1962 avant d'être officiellement consacrée le 31 juillet 1974 lors du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes qui s'est tenu au Sénégal. La journée internationale de la femme africaine, peu connue, mais surtout célébrée dans plusieurs pays africains. Les droits des femmes en Afrique, grâce à cette journée, ont connu une amélioration importante. Plusieurs États ont mis en place des instruments pour apporter une protection certaine à la gente féminine. C'est ainsi que l'Union africaine a adopté les protocoles additionnels de la Charte africaine des droits de la femme, la Déclaration solennelle pour l'égalité du genre en Afrique, la Charte africaine de la démocratie, les protocoles de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple relatifs aux personnages âgés adoptés, ainsi que les protocoles relatifs aux personnes vivant avec handicap. En RDC, la journée est placée cette année sous le thème « Promouvoir la paix, garantir les victoires des femmes ». La meilleure façon de célébrer les victoires serait de rechercher à les améliorer ainsi que les consolider, d'intensifier la sensibilisation et plaider pour une relève des femmes pionnières et combattre des générations passées pour une présence plus accrue, voire paritaire de la femme dans tous les secteurs de la vie. Et puis, décès de Jean-Claude Kazembe, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, présente ses vives condoléances dans un tweet. Je reprends ici ces mots. J'exprime mes condoléances à la famille de l'ancien gouverneur, un homme qui aimait profondément le Haut-Katanga et les Grands Katanga. Ainsi, je dis mon respect à un grand frère qui m'avait choisi comme directeur de cabinet lorsqu'il fut élu gouverneur de notre province. Et de nouvelles nominations à l'ASBL Génération Congo Nouveau. Elle concerne particulièrement les femmes. Elle est intervenue ce samedi en son siège national. Cette cérémonie de présentation des membres de la Ligue nationale des femmes a été couplée à la signature d'un contrat de partenariat avec l'ASBL Globu Blanc. Ce sont ces femmes
cadres de Génération Congo Nouveau, qui sont désignés à la destinée de la Ligue nationale des femmes. Elles viennent d'être nommées quelques semaines après la mise en place de la Ligue nationale des jeunes. Leur participation est non seulement un témoignage de la pratique du genre, mais surtout de la méritocratie dont elles font preuve. L'idée de valoriser la femme, parce que la femme a aussi des droits comme l'homme. C'est pas seulement à l'homme d'exercer une catégorie de fonctions. Donc la femme a aussi des capacités, des compétences. C'est pourquoi nous, en tant que GCN, nous donnons toujours cette possibilité à la femme de pouvoir aussi s'exprimer. Au cours de cette même cérémonie, il est intervenu la signature d'un contrat de partenariat avec l'ASBEL Globule Blanc qui s'adjoint à la vision de Génération Congo Nouveau. L'ASBEL Globule Blanc qui a estimé être dans la même lutte que nous, mais qui a également décidé ou estimer que c'est nécessaire de se mettre ensemble au lieu d'être chacun dans son coin alors que nous poursuivons le même objectif. La cérémonie s'est terminée par la remise des insignes de l'ASBEL aux membres de la Ligue nationale des femmes et des partenaires, tous lancés pour l'éradication des antivaleurs dans la société congolaise. Et on va prendre cette activité du Rotary International. Le club Rotary Bolingo de Kinshasa a procédé à la passation des charges à un jour de la fin du mois dédié à la prise de fonction de nouveaux dirigeants. Le nouveau président a placé son mandat sous le signe du changement en conformité avec le thème de l'année. La roue a tourné au jeune et très prometteur club de Kinshasa, le Rotary Club Bolingo. Le nouveau président Dominique Ounion-Péou, très connu également dans ce milieu, bénévole du Rotary International depuis son très jeune âge, prend les rênes avec une ferme détermination de servir pour changer des vies. La cérémonie de passation de charges organisée à la Maison de France a également connu la participation des membres d'autres clubs Rotary de Kinshasa ainsi que des Rotaraxiens. La présence très remarquée de l'invité de l'ami Rose, je cite cet ami Lumumba, a bien été constatée et donc je signale sa présence dans ces lieux, ainsi que la présence de tant d'autres qui sont là. Parmi les actions prévues pour cette année, il y a notamment l'encadrement des jeunes filles en situation difficile grâce à une subvention du Rotary International et une action pour lutter contre le réchauffement climatique. Nous devons augmenter notre impact en se mettant à la place qui est la nôtre aujourd'hui, celle d'être des acteurs, des véritables acteurs de changement par notre engagement. Le Rotary Club Bolingo s'est réuni tous les 2e et 4e jeudis du mois au restaurant L'Adresse. Et les tout petits commencent à aller en vacances ce samedi. Plusieurs écoles avaient procédé à la remise des bulletins scolaires clôturant l'année 2020, la deuxième dans les contextes pandémiques. Nous avons fait un tour au collège moderne Le Figuier dans la commune de Ngalema. Jenny Kayembe. La clôture de l'année scolaire édition 2020-2021 pour les cycles maternels au collège moderne Les Figuiers a eu lieu ce samedi en présence des invités, parents, enseignants et les couples promoteurs Mukangawa Mukanga Charles et Didine. Cela conformément à une disposition spéciale du ministère de l'IPST telle qu'annoncée par le secrétaire général d'intérim de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Cette journée des tout-petits du collège moderne Les Figuiers a été agrémentée par les récitals des poèmes, la présentation des séinettes, l'écriture des chiffres et des lettres, ainsi que la danse classique. Malgré l'avènement de la crise sanitaire liée à la Covid-19 en République démocratique du Congo, qui a secoué tous les secteurs de la vie, le couple promoteur Mukangawa Mukanga Charles et Didine a travaillé d'arrache-pied pour permettre aux enfants du collège moderne des Figuiers de continuer à suivre les cours à distance en dotant l'école des équipements informatiques. Témoigne la directrice de cet établissement scolaire, Constance Bagaya Mouké. Je peux dire aux parents que les inscriptions ont commencé et je suis là chaque jour pour venir inscrire les enfants. En tout cas, qui ne regrettent pas d'amener l'enfant au Figuier parce que nos enfants, après l'école maternelle, l'enfant est capable d'écrire une phrase. Il est aussi capable de compter de 0 à 12. Et l'enfant est aussi capable de faire l'exploratrice lui-même et vous présenter quelque chose. L'enfant en train d'analyser, de commenter
et après donner une conclusion. Situé au numéro 3 de l'avenue de l'École, au quartier Météo dans la commune d'Ngadjuma, le collège moderne des Figuiers ouvre ainsi ses portes pour les inscriptions de l'année scolaire, édition 2021-2022. Je le disais dans le sommaire, l'ancien international congolais Youssouf Mulumbu a signé hier un contrat avec le football club Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi. Chez les cheminots, l'ancien capitaine des Léopards portera le dossard numéro 10. L'arrivée de Youssouf Mulumbu à Saint-Éloi Lupopo constitue une première réalisation majeure du tout nouveau président des Jaunes et Bleus, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe. Et Jeux Olympiques plutôt de Tokyo 2020, le dernier athlète de la RDC est éliminé ce samedi 31 juillet en 8e de finale sur 100 mètres. Olivier Mwimba en athlétisme et David Chama en boxe sont les deux Congolais sur 7 qui ont réussi à passer le premier tour au Japon. Une performance saluée par le ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé. Arrivé à Tokyo il y a peu, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé, a redonné confiance et espoir aux athlètes congolais au cours d'une séance de travail qui lui permet de dissiper tout malentendu sur la participation de la RDC à ces Jeux olympiques. Nous, les athlètes et toutes les délégations de RDC, on a rencontré notre Excellence ministre du Sport. Il a pris la temps pour nous et nous, on est très contents parce qu'il a nous assuré qu'il va nous aider, il va continuer avec nous et ça me donne plaisir et honneur. Réconfortée, la judocate d'origine allemande Marie Brinzer reste fière de porter les couleurs de la RDC. Le cap est désormais tourné vers les Jeux de 2024. Et je suis fière de porter le drapeau de RDC et comme ça les Jeux Olympiques à 2020 ici à Tokyo, c'est fini pour nous, mais maintenant on va commencer pour 2024. Nous les athlètes, notre objectif c'est ramener une médaille pour notre pays. Comme ça, avec le soutien de notre ministre de Sport, je suis très très positive et je suis sûre que ça va passer. Merci beaucoup à tout le monde et surtout au ministre de Sport et notre président de RDC. C'est une évidence que le résultat soit loin d'être satisfaisant pour les différents athlètes de la RDC à ces Jeux Olympiques de 2020. Les regards sont désormais tournés vers 2024. Et le père du zouk n'est plus. Jacob Desvarieux, figure emblématique du groupe Kassav, s'est éteint vendredi à l'âge de 65 ans au CHU de Pointe à Pitre en Guadeloupe des suites du Covid-19. Le guitariste chanteur a été le musicien caribéen qui a su exporter la synthèse des traditions antillaises. C'est encore un autre baobab de la musique qui s'en va. Jacob Desvarieux a été l'homme orchestre de ce genre musical, le zouk, qui est apparu vers les années 79. Guitariste et chanteur à la voix rocailleuse, il est l'influenceur majeur du groupe Kassav suite au rythme endiablé qu'il propulse à travers son instrument. La complicité d'entre les membres du groupe, notamment Jocelyne Berroard, développe un succès mondial. Des tubes cultes comme Bazawa, Yele Yele, Omadiana, Goré et Ephrazian Blues sont consacrés à l'amour, au respect de l'être humain, à la paix entre les nations et tant d'autres. Ses valeurs humaines et artistiques lui sont reconnues par des prix, récompenses et distinctions. Il est fait officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, officier des arts et des lettres et aussi officier de l'Ordre du mérite sénégalais. Quelque peu fragilisé à la suite d'une intervention chirurgicale pour une greffe rénale, Jacob Desvarieux sera vacciné à 3 reprises contre le Covid-19 après avoir été plongé dans un coma artificiel. Dans le monde, ce sont des témoignages et notes de reconnaissance qui fusent de partout en attendant l'organisation de ses obsèques dans les tout prochains jours. Là, se rappelle des titres. Alors que les confessions religieuses restent profondément divisées sur le choix du prochain président de la CENI, la balle est désormais dans le camp de Mbosso Kodia. Va-t-il entériner les choix des 6 confessions religieuses? Quel avenir pour ce processus? Vous avez suivi notre décryptage dans ce journal.
Et en sport, l'ancien capitaine des Léopards de la RDC, Youssouf Moulombou, s'est officiellement engagé avec le FC Saint-Éloi Loupopo pour un contrat d'1 an et demi. C'est la première réalisation majeure du tout nouveau président des Jaunes et Bleus, Jacques Keboula Katoué. Et décès vendredi à l'âge de 65 ans du leader de Kassav, Jacob Desvarieux, des suites de la Covid-19. Monument aux Antilles françaises, le guitariste guadeloupéen a connu un succès dans les années 80. C'est par ici que ce journal prend fin. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.